dont la revue dépend. On va aussi en profiter pour vous montrer évidemment ce magnifique numéro qui est sorti ce mois-ci sur les littératures de l'imaginaire, comme son nom l'indique, d'où cette idée de table ronde autour de la fantaisie en France aujourd'hui. Table ronde avec donc Marie-Lucie Bougon, qui nous vient de Nancy et qui donc arrive par le train, qui n'a pas eu de soucis. Donc ça, voilà, c'était un petit peu l'inquiétude du moment, mais elle nous rejoindra à temps pour la table ronde. Mais comme on démarre par la présentation de la revue, ça nous fait gagner évidemment un petit peu de temps. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la revue Lecture Jeune? Donc il y a des gens ici qui connaissent peut-être ces revues, d'autres non. Donc je vais faire un bref récapitulatif. La revue, elle a été créée donc à 45 ans, avec pour objectif de sensibiliser les médiateurs du livre, en l'occurrence professeurs documentalistes, bibliothécaires, libraires, enseignants, à l'évolution des pratiques culturelles des 11-18 ans, donc principalement les adolescents niveau collège et lycée. Pour ça, on sort tous les 3 mois un numéro autour d'une thématique qui nous semble d'actualité pour ce qui touche voilà, aux pratiques, à l'univers, aux représentations des adolescents. On a voilà, sur la table derrière tous les numéros qui sont sortis en 2022, avec des sujets aussi divers que voilà, agir en politique, la lecture en jeu, les classiques font-ils kiffer, autour de la question des classiques littéraires et de leur place dans l'univers voilà, des adolescents. Et Marie-Lucie est là. Donc j'étais en train juste de présenter la revue. L'idée de ce numéro sur les littératures de l'imaginaire, qui avait déjà fait l'objet d'un numéro chez nous il y a une dizaine d'années. Donc c'était un thème sur lequel on avait déjà traité à l'occasion d'une journée d'études animée par Anne Besson, voilà, qui nous rejoindra aussi dans le public. C'était de faire un état des lieux 10 ans après, puisque le numéro était sorti en 2011, de ce que sont les littératures de l'imaginaire aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en 12 ans, il s'est passé quand même beaucoup de choses. 2011, c'était quoi? C'était Game of Thrones. C'était la série Game of Thrones, évidemment, pas les livres. C'était la série Game of Thrones. C'est également le fait que la fantasy francophone s'est beaucoup développée aussi. L'explosion de l'imaginaire, bon, évidemment, qui était déjà amorcée par Harry Potter, mais qui s'est beaucoup développé sur tous les supports, BD, manga, romans, évidemment, en jeunesse. L'émergence du young adulte, qui n'existait pas en tant que tel en France vraiment, en tout cas en tant que catégorie, dans le public, dans les sorties éditoriales en tout cas. Le fait qu'on aborde de plus en plus le thème de l'imaginaire, la fantaisie qui existe, qui est plus importante aujourd'hui dans le monde de la jeunesse que le réalisme, ce qui n'était pas le cas forcément il y a une quinzaine d'années. Et donc l'idée de ce numéro sur la littérature de l'imaginaire, c'est d'aborder tout ça, de parler de l'horreur, de parler de la science-fiction, de parler évidemment de fantasy, qui sera un peu le sujet central aujourd'hui, celui pourquoi vous êtes venus. Et donc cette publication, elle n'aurait pas pu exister, déjà voilà, sans la revue et son activité, mais aussi sans l'association Lecture Jeunesse, dont, comme je vous disais, dépend la revue, et qui travaille depuis bientôt 50 ans, on fête nos 50 ans l'année prochaine. Il n'y a pas que les JO, il y a aussi les 50 ans de Lecture Jeunesse. On travaille voilà, sur la question de l'émancipation des jeunes par la lecture, l'écriture, l'oralité, à la fois par des projets de terrain, évidemment, dans les classes, mais également par la formation des professionnels qui voilà, peuvent ressentir le besoin d'une mise à jour sur les littératures jeunesse, évidemment, mais aussi sur d'autres problématiques d'accessibilité, de disposition des espaces, en particulier par les bibliothèques. Et nous, au sein de la revue, on dépend du pôle de l'Observatoire, qui, lui, va réaliser un ensemble d'enquêtes en lien avec les ministères sur les pratiques des jeunes. Ça a donné lieu, par exemple, en janvier 2023 à un colloque sur l'oralité, puisqu'on voit que la place de l'oral, elle est de plus en plus importante dans les pratiques pédagogiques et également voilà, dans la manière dont les jeunes consomment, on va dire, de la culture, ne serait-ce que par les réseaux sociaux, YouTube, etc., TikTok. Mais c'est également aussi le moment où on peut avoir, nous, un regard sur tout ce qui se réalise dans le monde de la recherche. Et l'idée de la revue, justement, c'est d'être le catalyseur de tout ça. Donc d'être à la fois d'être au carrefour de tout ce qui se fait au niveau de la recherche sur le monde des adolescents,
de tout ce qui se fait au niveau de l'actualité éditoriale des auteurs et des autrices, dont je n'ai pas présenté Laetitia Lajoigny, qui est donc ici, avec, pour présenter son livre Le Serment des traqueurs, mais aussi pour évidemment aborder avec Marie-Lucie Bougon la question de la fantaisie en France. Et en dernier lieu, évidemment, la question voilà, des médiateurs, de comment on agit au quotidien, en classe, en bibliothèque, en librairie. Voilà. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier la librairie Le Nuage Vert de nous accueillir pour cette soirée de lancement, donc un peu une première. Et donc là-dessus, voilà, j'ai été un petit peu long, ce sera l'objet de la suite de la table ronde, de pouvoir vous en parler plus longuement. Mais comme Marie-Lucie est arrivée, je vais l'inviter à nous rejoindre. Pas de souci. Ici. Et donc là-dessus, il est 19h22. Donc si tout est bon en termes voilà, sur l'enregistrement, on va peut-être pouvoir commencer. Alors on nous demande de bien montrer la revue à la caméra. Ah bah, allons-y, montrons bien la revue à la caméra. L'approcher un tout petit peu pour qu'on la... Voilà. Magnifique. Oui, c'est bon. Parfait. Alors, et ben merci beaucoup. Marie-Lucie, merci beaucoup Laetitia d'être avec nous aujourd'hui pour parler donc, de la fantaisie en France aujourd'hui, qui est donc le thème de notre table ronde. Donc je vais commencer par une brève présentation de chacune d'entre vous. Tout d'abord, Laetitia, toi tu es autrice jeunesse. Tu as publié donc l'année dernière 2 romans, Lou et le pouvoir de la lune chez Michel Lafon, qui t'a valu d'ailleurs le prix du meilleur premier roman jeunesse, c'est ça, Michel Lafon? Ouais, c'est un prix du nouvel auteur jeunesse. Voilà, prix du nouvel auteur jeunesse. Et également le Serment des traqueurs à la Martinière jeunesse, qui lui a reçu donc le prix du concours Sarah Gimas. Donc on a vu certains des livres voilà, dans les étals ici. Tu as grandi à Bordeaux. Et puis voilà. Tu animes actuellement aussi un podcast voilà, sur la littérature jeunesse. Sur l'écriture. Plus généralement voilà, sur l'écriture. C'est aussi un moyen pour toi de parler de la fabrique de l'écriture, en fait, de l'activité de création, voilà, etc. Et donc Marie-Lucie, qui est également avec nous aujourd'hui. Toi aussi, tu as écrit, tu as publié en 2019 ton premier roman, donc Le Club des érudits hallucinés, aux éditions du Chat Noir. Et en 2022, tu as soutenu à l'Université d'Artois, sous la direction de Anne Bisson, une thèse donc sur la fantaisie, en France en l'occurrence, de 1972 à 2022. Alors en fait, je suis remontée beaucoup plus loin que 1972, c'est ce que j'étais censée faire au départ, et puis la thèse a grandi encore au fil des années. Pour remonter donc beaucoup plus loin, donc ça va être un peu l'enjeu de la discussion aujourd'hui. Pour commencer, je vais poser une question un peu simple mais extrêmement compliquée. Pour vous, c'est quoi la fantaisie? Effectivement. Je pense qu'on va parler aussi un peu fort, je ne sais pas si au fond vous nous entendez bien. Voilà, voilà. On va essayer de garder un niveau sonore aussi pour les vidéos, je ne sais pas dans quelle mesure on entend bien. Mais donc Laetitia, voilà. C'est une question pour la chercheuse, ça nous prend une définition. On se suit la patate chaude. Alors une définition très formelle. Souvent pour définir la fantaisie, on passe beaucoup par la différence entre fantastique et merveilleux, parce qu'elle permet de vraiment bien cerner les contours du genre. Effectivement, quand on est dans le fantastique ou dans le merveilleux, on est face à une littérature qui met en scène des événements surnaturels. Cependant, la grande différence entre les deux, c'est que dans le fantastique, ces événements surnaturels sont source d'effroi et d'angoisse. C'est tout le Horla de Maupassant qu'on a souvent beaucoup étudié au collège, etc. Voilà. Alors que quand on est dans le merveilleux, le surnaturel est accepté, il fait partie du monde dans lequel évolue le protagoniste. Et la fantaisie, elle fait partie de cette grande famille du merveilleux, dont font aussi partie les contes, les récits mythologiques, etc. Après, la particularité de la fantaisie par rapport aux autres récits merveilleux, c'est qu'elle compte des récits surnaturels, mais dans la forme du roman. Donc d'une manière beaucoup plus longue, détaillée, etc., que c'était le cas dans les contes de fées ou les récits mythologiques.
la fantaisie, elle emprunte autant aux contes et aux mythes que en fait, aux grands romans fleuves d'aventure du 19e siècle. Elle est vraiment au croisement de tout ça. Et donc toi Laetitia, du coup dans ton activité d'autrice, est-ce que tu as ressenti ça dans le fait d'écrire, le fait de proposer de l'aventure, d'avoir un peu ces implications de surnaturel, etc. Est-ce que tu t'es posé la question aussi quand tu écrivais, savoir si tu allais écrire de la fantaisie ou tu t'es dit j'ai envie d'écrire de la fantaisie? Non, je me suis plutôt dit, effectivement, j'ai envie d'écrire de la fantaisie, étant moi-même fan de fantaisie, donc c'est vrai que je me suis pas trop posé la question. Et c'est vrai que oui, quand on écrit, on se pose pas, on se pose pas forcément la question de ah là là, quel genre c'est, est-ce que c'est de la. Parce qu'en plus, après, quand on rentre dans le détail en fantasy, il y a plusieurs. On peut dire, je sais pas, c'est de la high fantasy, c'est de la. Je sais pas trop les autres termes. C'est vrai que quand on écrit, heureusement, on se pose pas ces questions-là, on peut se les poser après. Et oui, moi, les définitions, quand on me demande que je donne, c'est souvent avec mon exemple, avec le truc de. Je crois que c'est l'exemple du chat. Dans la science-fiction, c'est si le chat est un robot, bon bah là, vous êtes dans de la SF. Si je crois le chat parle et que c'est terrorisé, justement on se dit mon dieu un chat qui parle, c'est du fantastique. Voilà. Et si le chat parle et c'est notre compagnon habituel et que tout le monde trouve ça normal, c'est de la fantaisie en gros. Voilà, ma définition s'arrête là. Oui, ça marche très bien comme définition. Voilà. Je vais mettre ça dans un coin de ma tête. Le public de fantaisie aime bien les chats, donc ça. En plus. Ça va bien. Et donc. Quels sont les livres qui vous ont fait aimer, vous, la fantaisie, qui vous ont donné envie d'être autrice, puisque chacune vous avez écrit en soi un livre de fantaisie? Alors, moi, mon auteur de fantaisie, vraiment ma référence de quand j'étais ado, qui m'a fait plonger dans ce genre et l'adorer, et voilà, c'est Pierre Bottero. Si on me reconnaît, ça va. De moins en moins, malheureusement. Mais moi, c'était ma génération, vraiment... ouais, l'auteur, je sais pas si pas tout le monde, mais tous ceux qui aimaient en tout cas la fantasy, beaucoup avaient lu Pierre Bottero, et moi ça m'a marqué énormément. Donc c'est de la fantasy qui mélange un peu avec de la philosophie en fait, et moi c'est ça qui m'a vraiment touchée, et ça a été un peu ma porte d'entrée je pense dans ce genre en fait. Puis après j'en ai lu plein d'autres, mais ça a été vraiment ma porte d'entrée, et c'est encore le roman que je cite aujourd'hui comme le roman qui m'a marqué, c'est l'auteur que je relis encore. Ma dernière relecture c'est pendant le confinement. C'est un peu ma lecture doudou, quand genre, ça va pas trop, bah, je lis un Pierre Bottero et je pleure parce que l'auteur lui-même est décédé en fait, jeune, donc ça me fait penser à ça et voilà, mais les romans en eux-mêmes sont magnifiques et je peux les relire encore et encore. Et toi Marie-Lucie du coup? J'ai un peu de mal à répondre à la question. Alors vraiment la première œuvre de fantaisie qui m'a marquée et qu'on m'a lu enfant, parce que à l'époque c'est mes parents qui faisaient la lecture, c'était Le Hobbit, que ma mère m'a lu quand j'étais très très jeune, mais ensuite j'ai enchaîné Harry Potter, Pierre Bottero, moi aussi c'est ma génération. Et après tout un tas, j'ai avalé tout un tas de grands cycles de fantaisie avec de multiples tomes, tout ce qui est l'Assassin Royal, les grands cycles de Marion Zimmer Bradley aussi, le cycle d'Avalon, enfin voilà, plein de choses. Et donc là-dessus c'est intéressant que Pierre Bottero et vous soyez toutes les deux passées par lui, parce que effectivement quand on parle de fantaisie française dans les années 2000, c'est vrai que c'est un nom qui revient en particulier en littérature jeunesse. Enfin quand on pense fantaisie française jeunesse, c'est quand même une figure importante, et je me demandais quel lien vous feriez vous entre littérature et jeunesse et fantaisie depuis Harry Potter, puisque par exemple on a de la fantaisie pour adultes, mais est-ce qu'il y a un lien particulier de la fantaisie avec la jeunesse pour vous? Il y avait la question des contes qui était évoquée juste avant. Voilà. Peut-être dans les thèmes aussi, alors effectivement ça dépend, mais c'est vrai que ça peut être un peu propice, dans un des grands thèmes qu'il y a, un des grands thèmes de fantaisie, c'est, je pensais, on parlait de Pierre Bottero, ça me fait penser à ça, c'est la relation maître-élève, mais qu'on retrouve dans plein d'autres œuvres de fantaisie. La quête aussi, c'est très fantaisie, la quête. Donc je me dis peut-être que c'est des thèmes qui résonnent aussi beaucoup avec l'adolescence, la jeunesse. Ouais, c'est le premier élément. Oui, la quête initiatique qu'on trouve dans les contes, le personnage passe par la forêt, etc. Oui. Effectivement, on trouve beaucoup ça en fantaisie. Après sur Harry Potter... Il y a peut-être l'âge aussi des personnages. Souvent
là, si on prend l'exemple de tes livres, c'est vrai qu'il y a aussi une identification. Enfin, il y a souvent en littérature jeunesse la mise en scène de personnages qui ont l'âge du lectorat. Et finalement, en fantasy, c'est aussi souvent le cas. Même si on prend le Seigneur des Anneaux, notre groupe de hobbits, en soi, il y en a certains, ils sont mineurs, d'autres, ils viennent de devenir adultes. Ils sont jeunes. Il y a aussi peut-être une mise en scène de personnages jeunes qu'on retrouve moins, par exemple, en littérature policière, où en général, c'est un quarantenaire sur le retour qui boit beaucoup, très souvent. Oui, je pense que ça vient de l'association très forte qu'on a dans notre imaginaire hein, entre le merveilleux et la jeunesse. Hein, on le disait tout à l'heure en parlant des contes, hein, la référence souvent qu'on a quand on pense à la magie, au merveilleux, c'est les contes de fées qui avaient pour premier destinataire hein, le jeune public. Je pense que c'est une association qui est très forte. Et même les récits mythologiques, hein, les récits de fondation du monde, etc., des récits avec beaucoup de merveilleux, des divinités, etc., sont des récits qui ne sont pas forcément destinés à la jeunesse, mais qui sont des récits de l'enfance du monde, en fait, qui racontent eux-mêmes l'enfance du monde, de l'univers tel qu'on le connaît. Donc l'association, elle est très vive, en fait, dans nos esprits, je pense. Et là-dessus, si on prend la fantaisie aujourd'hui, telle qu'elle sort maintenant, voilà, en 2023, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des thèmes qui n'étaient pas forcément présents ou que vous avez l'impression qu'ils sont aujourd'hui très représentatifs de ce qu'est la fantaisie contemporaine voilà. Je réfléchis. Moi, enfin, mais vraiment sans, comment dire, sans avoir de corpus sous la main ou d'y connaître quoi que ce soit, vraiment, comme ça, il y a quelque chose qui est quand même un peu sensible en ce moment, c'est la romantaisie. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on a vu émerger récemment. Par exemple, je pense à ma maison d'édition, mais par exemple, La Martinière Jeunesse, le concours qui a fait émerger mon roman, c'est un concours du coup qui est quand même marrainé par Sarah Dumas, qui est l'autrice de romantaisie de cette maison d'édition-là, pas que, mais voilà. Donc je me dis, c'est quand même peut-être symptomatique de quelque chose, c'est que ils avaient envie de faire émerger un roman qui faisait écho avec ça, quoi. Donc la romantaisie, tu veux peut-être expliquer, c'est la romance et la fantaisie. Oui, voilà, tout simplement. Je ne connaissais pas le terme, il est intelligemment construit. Je le note aussi, je ne connaissais pas ce terme. Alors moi, ce que j'ai remarqué aussi beaucoup, mais bon, c'est peut-être pas spécifiquement contemporain, c'est depuis un certain temps hein, dans la fantaisie française en tout cas. Je vois beaucoup de fantaisie française très inspirée par le roman historique. Et la fantaisie française a souvent tendance à choisir en fait des cadres qui ne sont pas des mondes secondaires complètement imaginés de toutes pièces, mais qui s'inspirent d'époques réelles de l'histoire. Hein. Je pense à Pierre Pével, hein, les Dames du Cardinal, hein, qui s'inspirent des Trois Mousquetaires. Je pense à beaucoup de romans qui s'inspirent aussi de la Renaissance italienne, chez Jaworski par exemple. Enfin, voilà, beaucoup d'œuvres de fantaisie française qui vont réemployer hein, des époques historiques, mais justement en y ajoutant du merveilleux, de la magie et plein de petites discordances qui rendent ces univers malgré tout uniques. Et là-dessus, justement, Pierre Bottero, donc auteur français de fantasy, est-ce que vous avez eu l'impression, vous, quand vous avez commencé à lire de fantasy, qu'il y avait une différence quand même entre la fantaisie française, la manière dont elle écrivait, la manière dont elle est sur le plan stylistique, même sur les thèmes, par rapport à la fantaisie anglo-saxonne, de vous dire peut-être il y a plus de longues quêtes épiques où on part à l'aventure, alors que peut-être en France on est plus dans des villes, c'est plus urbain, il y a plus d'intrigues politiques, je sais pas. Est-ce que vous, dans votre appréhension de la fantaisie, vous avez eu l'impression que la fantaisie qu'on fait en France, elle n'est pas pareille quand même? Alors moi en tout cas, en tant que lectrice et surtout à l'époque, en tout cas ado, je n'avais pas la moindre idée, enfin les auteurs, je sais pas, hein, mais maintenant ça a peut-être un peu changé avec les réseaux sociaux, mais alors moi à l'époque, l'auteur qui c'était, voilà, français, anglais, allemand, vraiment, alors moi c'était l'histoire qui m'intéressait quoi, vraiment je savais pas. Donc maintenant en grandissant et avec mon moi d'aujourd'hui, en tant que lectrice en tout cas du coup, je pense que,
un peu. En vrai, je vois un petit... Enfin, je peux voir... J'ai l'impression, je sais pas si c'est un truc vraiment d'instinct comme ça, vraiment que en tant que lectrice. Est-ce qu'en France, on n'a pas une tendance, dans la fantasy, à beaucoup faire, mais c'est vraiment d'histoires qui sont, comme tu disais, c'est très... comme ça emprunte beaucoup à l'histoire, il y a souvent des histoires de... Comment dire de révolte avec des gens, enfin d'injustice, voilà, d'injustice sociale. J'ai l'impression que dans les romans français, il y a beaucoup de ça, qui est un peu moins dans la littérature anglo-saxonne, mais c'est peut-être une idée totale que je me fais et qui est juste le reflet de mes lectures, je ne sais pas. Hein. Je sais pas si... Non, mais effectivement, ça me paraît tout à fait intéressant ce que tu dis. Faudrait que je me penche un peu plus avant sur la question, mais ça me surprendrait pas du tout parce que effectivement, il y a ce lien avec le roman historique qui est très fort et qui correspond bien avec ça. Oui. Alors moi, ce qui m'avait intéressé aussi, j'avais discuté de ça avec un spécialiste de littérature française, etc., qui est d'origine brésilienne, qui est chercheur à l'université de Sao Paulo, je crois. Et alors c'est intéressant justement de demander à une personne extérieure au milieu de la fantaisie française, etc., qu'est-ce que lui percevait comme spécifique de la fantaisie française. On en avait discuté. Et il m'avait dit, alors moi ce que je remarque vraiment quand je lis des romans de fantaisie française, hein, par rapport à... Parce qu'en plus il parle plein de langues, du coup il en avait lu dans d'autres... voilà. Et il m'a dit, ce que je remarque vraiment, c'est à quel point ces romans sont introspectifs. C'est souvent raconté à la première personne, ou même quand ce n'est pas le cas, on sent vraiment que l'intériorité du personnage, la psyché, la psychologie, ça prend beaucoup de place dans l'intrigue et c'est plus développé. Voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir son avis là-dessus. Après, moi, il y a plein de choses que je remarque aussi, notamment sur le style. Alors après, on est peut-être plus sensible aussi parce que comme on est francophone, on va être plus attentif et attentive au travail stylistique d'auteurs et d'autrices qui parlent la même langue que nous, peut-être. Donc on a peut-être un biais aussi quand on voit ça. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en France, on a des auteurs et des autrices qui travaillent beaucoup leur écriture avec des descriptions assez raffinées, des figures de style, vraiment une recherche esthétique qu'on trouve peut-être un peu moins dans la fantaisie américaine des grands cycles que l'on connaît tous et toutes. Alors, du coup, je vais profiter de l'occasion. Anne Besson n'est pas encore là, mais le numéro de la revue est introduit donc par un entretien avec elle, et effectivement, elle aborde ça. Et elle dit que, en fait, de ce qu'elle a observé pour elle, de la fantaisie française, c'est comme si une fantaisie qui a une consécration plus tardive, elle a plus eu une volonté de faire une maturation de ce qui existait déjà, ce qui a à la fois un côté, on va dire, positif sur le travail sur le style, sur la volonté de faire une fantaisie qui soit littérairement riche, mais en même temps, ça a eu aussi le défaut de faire que les Français avaient moins vocation que les Américains, par exemple, à faire du world building, donc à vouloir construire des univers totalement imaginaires et de s'appuyer plus sur des référents historiques, des référents culturels qui étaient familiers et auxquels on pouvait se rattacher parce qu'on avait un bagage de romans historiques ou de classiques littéraires en fait, auxquels se rattacher. Oui, c'est quelque chose qu'on a beaucoup observé avec Anne, le fait qu'il y ait moins de world building, plus attention aux personnages, au style qu'aux constructions d'univers. Après, je pense aussi que c'est... Là voilà, qu'en parle. Je pense aussi que c'est lié à peut-être une plus grande fragilité du milieu éditorial de la fantaisie française qui va être peut-être moins disposé à publier des très très longs cycles comme c'est le cas dans le monde anglophone où c'est quand même un secteur plus installé. La roue du temps. Voilà, la roue du temps. Voilà. Les éditeurs français sont un peu plus frileux en fait à l'idée de publier comme ça des grands cycles à rallonge. Ils sont pas sûrs de pouvoir bien vendre tous les tomes. Donc ils vont effectivement inciter plutôt les auteurs et les autrices à publier à écrire des cycles plus courts. Je sais pas si c'est un problème que tu as pu rencontrer peut-être avec tes éditeurs et tes éditrices, plutôt des one-shots ou des trilogies, mais pas 20 tomes quoi. C'est souvent ce que j'ai entendu dire. En tout cas, dans le fameux podcast dont on parlait au tout début, donc, qui s'appelle le Club où on discute d'écriture sans filtre, donc, qui est le podcast dont je fais partie, donc avec 4 autres amies autrices. On a fait un épisode là-dessus et effectivement
on a aussi cette impression, enfin en tout cas de toutes les 5, c'est aussi l'impression qu'on avait, que, puis surtout quand on débute en fait, hein, je les éditeurs, mais c'est pour des raisons toutes bêtes qui sont des raisons commerciales, c'est que statistiquement un tome 2 va se vendre littéralement 2 fois moins qu'un tome 1, donc si vous vendez je sais pas 10 000 du 1, vous vendrez 5 000 du 2, et donc je vous laisse estimer le 3 et puis le 4, et en fait à un moment malheureusement c'est plus rentable quoi. Et oui, mais du coup ça laisse moins de place pour construire l'univers, Oui, c'est vrai. pour en développer tous les aspects, etc. Ce qui peut expliquer aussi qu'il y ait moins de world building. Moi j'aime bien les one shots donc ça me dérange pas. Mes 2 romans, mes 2 premiers en tout cas, sont des one shots. Ouais. Donc, mais cela dit, c'est amusant ce que vous disiez parce que je pensais du coup à mon premier roman, donc Lou et le pouvoir de la lune, et c'est un roman qui m'a été très inspiré par la région bordelaise. Donc vous parliez, donc je sais pas si j'ai fait du coup moins de world building, mais en tout cas c'est sûr que j'ai pris cette facilité entre guillemets quoi, de m'inspirer d'endroits que je connaissais déjà, et effectivement j'ai pris des châteaux, des vignes, des seigneurs, et puis j'ai rajouté de la magie quoi. C'est vrai que Mais je pense pas que ce soit une facilité, je pense que transformer, ajouter, enfin apporter une part d'enchantement, je pense que c'est pas la facilité, ça a l'air d'être tout aussi difficile. Là-dessus, ça me fait penser à donc un autre entretien qu'on a eu donc à Lecture Jeune, c'était sur leur série sur la traduction littéraire, où j'interviewais donc Xavier Dalméda chez PKJ, donc voilà, directeur éditorial à PKJ, par rapport à La Guerre des Clans. Donc La Guerre des Clans qui est un long, très très long cycle avec plein d'autrices, surtout les autrices, avec voilà, des couvertures de chats. Donc la boucle est bouclée. Et Xavier Delmeda me disait que les éditeurs du livre de base, donc anglais, allaient souvent le voir lui ou voir les éditeurs allemands parce que le livre se vend mieux en France qu'au Royaume-Uni. Il disait du coup pour faire une série qui fonctionne en France, il faut qu'elle soit éditée à l'étranger pour ensuite la traduire en France pour qu'ensuite elle fonctionne en France. Il dit c'est voilà, c'est un phénomène, il se l'explique pas, mais il dit ça arrive, et il prenait aussi l'exemple de Hunger Games pour le coup, quand il s'est sorti en France, beaucoup de gens lui ont dit oui mais vous vous rendez compte, vous avez perçu le fait que la dystopie ça allait fonctionner en France, etc. Il a dit ah, pas du tout. Il a dit c'est juste que le titre s'était vendu une bouchée de pain parce que personne n'y croyait. Moi je me suis dit le livre est bon donc je vais l'éditer, et ça a été un succès. Un succès monstrueux. Donc voilà, comme quoi les voies de l'édition sont un peu impénétrables. Mais c'est intéressant que tu parles de Hunger Games parce que justement, je m'étais posé la question. Quelques années avant que Hunger Games se soit traduit en français et le succès qu'on connaît, justement, Pierre Bottero a écrit Les Âmes croisées, hein, son dernier roman, qui est aussi une dystopie pour adolescents, qui reprend... qui moi m'a fait penser à toute cette vague de dystopie pour la jeunesse, Hunger Games divergente, avec une société stratifiée en classes sociales, qui ont des costumes qui correspondent aussi à leur caste. Enfin, il y avait vraiment des liens à tisser. Je me suis dit, mais est-ce que Bottero a senti venir justement cette vague, parce que c'est un tout petit peu avant, ou enfin voilà, on n'aura jamais la réponse. Hein, non, mais il y en a eu un peu. Moi pour la blague, j'ai fait mon mémoire sur Hunger Games. Du coup, voilà. On boucle beaucoup de boucles. Et du coup, il y avait eu en France un tout petit... Il y en avait eu des dystopies avant, effectivement. Il y a, je crois que c'est une de Anne-Laure Bonzoul, mais qui date, si je me souviens pas. Et il y en a comme ça, il y avait Manon Fargeton aussi, je crois. Enfin, il y en avait eu quelques-unes un peu avant. Ça arrive en France. Voilà, pour l'anecdote. Oui, on a eu des avant-gardes parmi la fantaisie française. Et une des raisons qu'on pourrait trouver au succès d'Hunger Games, si on voulait faire voilà, un peu de l'analyse méta, c'est que en fait, l'autrice s'est beaucoup inspirée de Germinal. Elle l'a affirmé à plusieurs reprises dans des interviews. Et donc on pourrait se dire, est-ce que c'est l'injustice sociale si présente en fantaisie française qui a fait que voilà, dans la fantaisie américaine, la science-fiction, en l'occurrence la dystopie, ça a bien marché en France, on ne sait pas. Mais là je crois que j'ai pas écoulé mon stock de questions, j'en ai beaucoup encore, mais par contre je pense que j'ai écoulé mon temps de parole, donc l'idée c'est maintenant de vous laisser vous poser vos questions si vous le désirez, voilà. Dans l'idéal, des questions qui s'adressent aux deux intervenantes pour éviter d'avoir une question qui s'adresse toujours qu'à une personne, c'est quand même plus sympa. Et puis les personnes en ligne, je crois que voilà, on a aussi des questions qui peuvent venir
de ce petit appareil qui nous filme depuis le début, enfin qui vous filme, parce que moi on ne me voit pas, je suis la voix. Voilà. Moi j'avais une question sur la perception de la fantaisie en France. J'ai l'impression qu'en fait à l'étranger, il y a beaucoup d'adultes qui lisent de la fantaisie. Et j'ai plus l'impression qu'en France, il y a c'est plus quelque chose qui est tourné vers la jeunesse. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez. Est-ce que c'est juste moi qui ai l'impression de voir ça, ou comment fonctionne la fantaisie adulte en France? Alors, non, je pense que votre impression est assez juste, hein. Alors bon, je connais pas les détails pour les pays voisins, mais effectivement, en France, on a une assimilation assez forte, hein, entre merveilleux et littérature de jeunesse, et donc on associe très facilement la littérature qui comporte des éléments de magie, d'enchantement, avec une littérature à destination du jeune public. Cependant, il me semble, hein, que les dernières enquêtes sur les pratiques de lecture, hein, des adultes, des jeunes adultes, montrent que la fantaisie est très lue en fait, hein, par un public adulte. Alors je crois que la tranche d'âge de l'étude c'était jusqu'à 25 ans. Je vois Anne qui fait oui. C'est ça, hein. Donc jusqu'à 25 ans c'est jeune, c'est jeune, mais c'est adulte. Enfin, voilà, donc après, est-ce que aussi les personnes qui lisent, les adultes qui lisent de la fantaisie l'exposent autant que les jeunes lecteurs? C'est peut-être ça aussi la question, et qui fait qu'on a ce biais, puisque on sait aussi, par exemple, si je prends l'exemple des réseaux sociaux de lecteurs et de lectrices, la plupart des utilisateurs qui sont dessus sont quand même, c'est un public assez jeune, qui lit énormément de fantaisie et qui du coup l'affiche virtuellement en créant des bibliothèques virtuelles, hein, sur ces sites. Donc ça peut aussi donner l'impression que la fantaisie est très lue par un public jeune qui est sur toutes ces plateformes. Pour le public adulte, ça se voit peut-être moins aussi, parce que c'est moins affiché, le fait qu'ils et elles lisent de la fantaisie. En salon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même des jeunes, mais pas que en vrai. Enfin, il y a aussi des adultes qui viennent me voir en salon, quoi, en tout cas, mais quand même plutôt des ados. Donc, après, c'est normal. Enfin, mes romans sont pour eux, donc c'est plutôt bien. Mais... S'il n'y a pas d'autres questions, moi je peux remplir les trous et puis après on voit s'il y a des questions qui viennent. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé sur la fantaisie, c'est on a beaucoup parlé de romans, mais aussi les BD et les mangas. Donc est-ce que vous en lisez? Déjà, première question. Alors, je réfléchis à si ce que je lis en manga, c'est ou pas de la fantaisie, du coup. Vraie question. Genre, l'attaque des titans, ça marche pas trop. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. C'est pas de la fantaisie, y a pas de magie du tout. C'est plus... Une sorte de science-fiction ouais, dystopique. science-fiction, ouais, c'est ça. Post-apo du passé. Ouais, c'est ça. Mais il y a des... Ouais. Mais du coup, un tout petit peu, enfin voilà. Mais on consomme un peu pour le moment. Mais j'aime plutôt bien, c'est plus que peut-être par méconnaissance au final. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de tomes. On parlait tout à l'heure des séries fleuves. Voilà. Là en manga on est servi, hein, concrètement. Alors moi non, je m'y connais pas du tout, donc je passe mon tour pour cette question. Mais j'évoquais cette question parce qu'effectivement dans on va dire la présence en France de la fantaisie, c'est vrai que la fantaisie en BD est finalement plus précoce, en tout cas éditorialement, peut-être dans les années 80, on a déjà une fantaisie française en bande dessinée qui a une présence assez marquée, avec des séries très longues, pour le coup. On pense à Donjon, voilà, Johannes Farr sort encore des donjons. on a des séries qui sont finalement assez longues, là où c'est vrai qu'en roman, on a moins cette présence-là, parce que c'est parce que le public de BD il est plus habitué à acheter des tomes et il y a moins de déperdition d'un tome à l'autre. C'est possible. La BD, c'est un peu c'est une piste de recherche que j'ai pas encore approfondie, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est possible. Après, des romans de fantaisie française, on en a déjà à cette époque-là, mais effectivement, ils sont très éparpillés et souvent assez. La plupart d'entre eux ont été quand même oubliés, hein, maintenant. Après, il y en a, mais ça reste des œuvres très ponctuelles et isolées. Et
il y a les séries par contre, si tu parlais d'autres médias Mm. que le roman, je pense qu'ils ont marqué, enfin, parce qu'on a un peu introduit en parlant de ça, de Game of Thrones et tout ça. Je pense que ça a aussi quand même marqué un peu un tournant. Je sais pas si ça se voit quand on fait vraiment des recherches sur le sujet, mais il y a quand même une explosion de séries de fantasy maintenant qu'il n'y avait pas avant, à notre plus grande joie, enfin à la mienne en tout cas. Et qui sont beaucoup des adaptations aussi d'ailleurs de romans en fait. Il n'y a pas beaucoup de séries de fantasy originales en réalité. Ah oui, c'est vrai. C'est souvent beaucoup des adaptations de romans américains. Oui. Mais justement, c'est pour ça il y a un effet un peu. Alors souvent, ce qu'on a pu remarquer, en tout cas quand on discute avec des éditeurs, des éditrices françaises, c'est que les grands succès des séries de fantasy, des séries américaines, etc., de fantasy, ça va vraiment relancer l'intérêt pour la saga littéraire dont a été adaptée la série. Donc ça va vraiment donner un gros boost aux ventes des tomes de Game of Thrones, enfin voilà. Mais en revanche, il n'y a pas particulièrement de ruissellement qui se fait sur les autres œuvres de fantasy qui sont autour, et il n'y en a notamment pas qui se fait sur les œuvres de fantasy françaises, qui pourtant pourraient plaire au même public. Voilà. C'est. Je savais pas. Et, en tout cas, quand on pose la question aux éditeurs, c'est généralement le constat qu'ils font, c'est que à chaque fois on espère en fait que ce gros coup de projecteur qui est mis sur le genre va avoir en fait un impact ensuite sur des œuvres moins connues, des cycles moins connus, que ça va faire sortir de l'ombre des auteurs et des autrices françaises qui sont pas forcément très mises en avant dans les médias. Et en fait pour l'instant c'est pas le cas. Voilà, ce qui est dommage effectivement. Pour donc revenir sur le numéro de la revue que je remontre à l'écran. On a justement un article et entretien de Marie Barillet que j'ai l'occasion de rencontrer au colloque des Imaginales, animé encore par Anne Besson, tout est lié. Dans cet article entretien, elle parle en fait du lien entre lecture de fantasy et série. Comme elle est spécialiste des séries audiovisuelles et notamment d'animation, elle montrait qu'effectivement il y avait un lien très fort entre la lecture et l'intérêt pour la fantasy en général, pour, en l'occurrence, certaines sagas littéraires en particulier. Donc on peut penser à La Roue du Temps, qui, avec la série Amazon, a eu un regain d'intérêt, là où la saga était très populaire aux États-Unis, ce qui a joué en faveur du fait qu'une série soit réalisée sur cette saga-là. Ça a beaucoup joué pour qu'elle soit connue en France. Et un exemple qu'elle donnait, c'est en fait tout simplement la manière dont les médias fonctionnent pour valoriser certaines œuvres. En l'occurrence, la plupart des œuvres qui fonctionnent en manga sont des œuvres qui ont fonctionné d'abord en animé. Elle prend pour exemple l'Attaque des Titans, qui a d'abord été un animé qui a beaucoup été regardé et qui a ensuite beaucoup été acheté. C'est quelque chose qu'on observe aussi par l'usage du pass culture, ou les fans de manga. Et là, c'est aussi dans le numéro une libraire qu'on a questionnée, Louise Fourreau, qui a la Caverne des BD, donc librairie de bande dessinée, où elle explique que en fait, la plupart des jeunes qui viennent acheter du manga viennent acheter des séries qu'ils ont soit déjà lues, soit dont ils ont déjà tout vu en animé. Donc en fait, c'est des séries qu'ils connaissent déjà. Mais ils vont pas forcément acheter d'autres séries qu'ils ne connaissent pas, ou alors utiliser leur pass culture pour acheter des œuvres one-shot, des séries courtes, etc. Ce qui est la grosse différence avec le lectorat de bande dessinée, où elle disait souvent ils veulent lire de la fantasy. Donc ils vont voir un libraire, et ils disent moi j'aime la fantasy, j'ai aimé cette série-là. En général, c'est des séries plus courtes, parce que le modèle de la bande dessinée a changé. On avait souvent de longues séries, les légendaires, Donjons dont je parlais, les Chroniques de la Lune Noire avant. Maintenant, on n'a plus de longues séries comme ça, on a plutôt des séries courtes, voire des one-shots en bande dessinée de fantasy, parce que le public est plutôt attiré par la fantasy à la base. Voilà. Moi, je vais avoir une question Ah, Instagram parfait. par rapport au choix des couvertures. La personne disait que certaines ressemblent à des affiches de films, d'autres sont très oniriques. Avez-vous remarqué une corrélation avec le type de fantaisie ? Alors, tes couvertures déjà, toi, est-ce que tu as eu la main sur les couvertures, ou l'illustrateur a fait son travail? Est-ce que tu veux parler de ça? Alors non, j'ai eu de la chance pour les deux romans d'être vraiment intégrée au processus. Je sais que c'est pas toujours le cas, mais en tout cas dans mon cas, dans les deux cas, j'ai été assez impliquée
pour nous, c'était super parce qu'on a vraiment choisi l'illustrateur ensemble. Donc c'est Xavier Colliandre qui a fait la couve de Lou. Et on a choisi ensuite la scène que je voulais voir représentée. Et enfin, vraiment, j'ai été vraiment intégrée au processus. Et pour le serment des trackers, il y a tout de suite eu l'idée de partir sur plutôt habiller la typo en fait. Ouais. Et oui, donc sur le deuxième, c'est pas la même chose. Là, vraiment, c'est une illustration, alors que là, c'est plus un travail qui est fait autour de la typo. Donc après, là, ils m'ont proposé des pistes et pareil, enfin, voilà, on a discuté et ça s'est fait ensemble aussi. Donc j'ai eu de la chance sur ça. Mais en tout cas, on voit que c'est deux que c'est assez différent aussi parce que le premier s'adresse aux plus jeunes, enfin à des plus jeunes que le deuxième. Donc enfin, voilà. Après, c'est le marketing, l'édito, enfin, c'est un travail aussi. Et même au niveau de la couve pour la Martinière Jeunesse, ça fait un peu penser aux couvertures d'autres livres de fantasy qu'ils ont édités, notamment des livres américains. Il y a Dance of Six, je crois, qui est édité à la Martinière Jeunesse et qui a pareil juste un travail sur la typo. Peut-être que c'est une manière aussi d'inscrire dans le fait de dire c'est la fantasy chez la Martinière, c'est comme ça. C'est tout à fait possible. Oui, en tout cas, il y avait cette volonté de rester sur ça, sur un travail autour de la typo. Et là, on est plutôt sur un public, on va dire, young adulte. Ouais, plus ado. Ouais, ado, young adulte. Alors que le premier, c'était un jury d'enfants qui a fait que le livre a été édité et ils avaient entre 9 et 14 ans. Donc, voilà. Donc là, on voit une différence déjà au niveau de la tranche d'âge. Toi, Marie-Lucie, est-ce que tu vois des différences aussi au niveau des thèmes ou au niveau des catégories de fantasy? Enfin, les high fantasy, les autres types. Est-ce que tu vois des différences peut-être? J'ai l'impression que c'est ce qui fait plutôt la différence, c'est un peu vraiment la ligne éditoriale de la maison et l'identité que la maison d'édition veut se créer. Par exemple, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns sur la table. Il y a des romans qui viennent des Forges de Vulcain. Et dans leur collection de fantasy, ils ont fait le choix de proposer des couvertures qui pourraient être en fait des couvertures de romans qui n'appartiennent pas à la fantasy. L'identité fantasy n'est pas clairement affichée graphiquement. Et oui, voilà. Alors j'ai trouvé très très belles ces couvertures, mais elles sont pas autant marquées fantasy que dans d'autres maisons d'édition. Et ah bah tiens. Ils sont là. Et c'est quelque chose dont j'avais un petit peu parlé avec l'éditeur. Non, il vaut peut-être mieux pas. Brièvement sur un salon, on avait un petit peu discuté avec l'éditeur et justement il m'a dit c'est aussi pour entretenir un peu un flou en fait entre fantasy et littérature générale et pour aussi peut-être faire venir un public qui serait rebuté par une couverture qui soit trop connotée fantasy en fait. Enfin voilà, donc voilà, je pense que ça dépend vraiment du public que la maison d'édition veut toucher. Est-ce que la maison d'édition cherche à toucher un public plutôt amateur de séries de fantasy? À ce moment-là, ça peut peut-être ressembler à des affiches de films, comme c'était posé dans la question. Ou alors, est-ce qu'ils cherchent au contraire à toucher un public plus vaste et du coup à moins marquer la fantasy graphiquement? Voilà, donc je ne sais pas s'il y avait encore des questions dans la salle ou sur Instagram, sinon on va pouvoir commencer à boire et à manger. Bon, il n'y a plus de questions. Plus de questions. Eh ben, merci beaucoup Laetitia et Marie-Lucie. Merci. Merci beaucoup. Merci à beaucoup tout le monde d'être là. Et merci aux gens sur Instagram d'avoir pu assister à la conférence table ronde avec nous. Donc,